va parler aujourd'hui de l'offre 700 Cloud et plus particulièrement de la dernière version et de l'ensemble des nouveautés qui sont proposées par Sage dans cette dernière version. Alors, le sommaire de cette présentation, rapidement, quelques éléments sur AppSySyborg et qui nous sommes pour que vous puissiez rafraîchir peut-être les informations dont vous disposez sur la société AppSySyborg. Ensuite, très rapidement, on parlera de la loi antifraude à la TVA et du RGPD, parce que ce sont des informations qui nous occupent en ce moment. Et puis ensuite, plus en détail, les nouveautés fonctionnelles et l'illustration dans les solutions de ces nouveautés fonctionnelles. AppSySyborg, nous avons fêté nos 30 ans il y a 1 an et demi déjà, donc c'est près de 30 ans d'expertise dans les solutions de gestion. Nous avons la chance de compter 3300 clients, dont certains d'entre vous ici présents font partie. Nous vous en remercions. Et AppSySyborg, en 2017, c'est 52 millions d'euros de chiffre d'affaires, en progression par rapport à l'année précédente. Aujourd'hui, AppSySyborg, ce sont 400 collaborateurs pour 15 agences, 13 en France, une à Londres et une à Bruxelles. Et nous avons un projet ambitieux d'être 500 collaborateurs en 2020. Donc voilà en quelques chiffres la société AppSySyborg. Mais AppSySyborg, ce sont aussi un certain nombre de domaines d'expertise. Donc nous avons 5 grands domaines d'expertise. Donc bien entendu toute la partie logiciel de gestion, ERP et CRM. Également le reporting et le décisionnel, mais aussi les solutions collaboratives et enfin la partie hébergement, service managé et sécurité. Et puis, nous pouvons aussi vous accompagner dans toute la partie conseil, rédaction de cahier des charges, par exemple, mais tout autre domaine d'activité qui serait lié à ces activités de conseil. Donc vraiment, l'ensemble des domaines d'expertise sur lesquels nous pouvons vous accompagner sont présentés ici. Nous avons chez AppSySyborg 2 partenaires fondateurs que sont plus particulièrement Sage et Microsoft. Ces partenaires fondateurs, nous avons la chance et le privilège de travailler avec eux depuis de nombreuses années, plus de 25 ans maintenant. Et nous sommes connus et reconnus dans le monde de l'informatique de gestion auprès de ces partenaires pour effectivement le nombre de déploiements, le nombre de dossiers, les achats que nous faisons chez eux, mais également aussi pour la qualité des dossiers que nous déployons. Nous avons un certain nombre d'autres partenaires avec lesquels nous travaillons. Nous les appelons nos alliances. Donc ce sont des éditeurs qui vont venir compléter les solutions de nos partenaires fondateurs. Et donc vous avez ici une liste qui n'est pas forcément exhaustive d'ailleurs, un certain nombre de partenaires avec lesquels nous avons l'habitude de travailler. Si on fait un focus sur chacune des offres dont on a parlé tout à l'heure, sur la partie offre décisionnelle et collaborative, on va pouvoir vous accompagner à la fois sur des solutions comme Power BI, SQL Server, mais également Infino et Report One. Et puis, au niveau des solutions collaboratives, on va pouvoir vous accompagner sur la partie SharePoint et construire avec vous du sur-mesure sur ces éléments-là. Également, vous rappelez que AppSySyborg peut aussi vous accompagner sur des services managés. C'est-à-dire que nous avons la possibilité de vous accompagner dans la mise dans le cloud de vos solutions, pour vous affranchir de toute la partie infrastructure. Et donc, on va pouvoir vous accompagner soit dans la mise en œuvre sur Microsoft Azure, soit auprès d'un OVH, avec un cloud privé. Alors, ça, c'était pour AppSySyborg. Ensuite, on a un certain nombre d'enjeux légaux qu'on avait envie d'aborder avec vous rapidement cet après-midi, parce que ces enjeux légaux ont un impact sur les évolutions des produits. Ces enjeux légaux, il y en a 3 sur cette année, 2018 et potentiellement 2019. Il y a la loi antifraude à la TVA, le RGPD et le prélèvement à la source. Alors, le prélèvement à la source, on ne va pas en parler cet après-midi. On a déjà aborder ce sujet lors de conférences web dédiées, et si vous suivez notre actualité, vous savez que c'est un des sujets qui nous tient à cœur. Donc ce n'est pas l'objet de cet après-midi, mais enfin ça fait partie quand même des sujets du moment. Et j'en profite pour vous dire que si vous avez besoin de notre accompagnement ou des interrogations sur ce sujet, on est bien sûr à votre disposition par rapport à ça. En revanche, s'agissant de vos solutions métiers, on va dire, de gestion,
la loi antifraude à la TVA et le RGPD ont des impacts sur ces offres. Donc, la loi antifraude à la TVA, pour pouvoir être conforme à cette loi antifraude à la TVA, vous devez donc procéder à la mise à jour de vos solutions. Si vous êtes toujours en génération i7 et si vous ne souhaitez pas passer en cloud, vous allez pouvoir faire votre mise à jour à compter du mois d'octobre. Donc la version n'est pas encore sortie, elle va arriver. Et il y aura bien une version en octobre de génération i7 qui permettra le strict minimum s'agissant de la conformité à la loi antifraude à la TVA. Et sinon, depuis le printemps, la version 700 Cloud est disponible et conforme et vous permet d'ores et déjà de sortir votre certificat de conformité s'agissant de la loi antifraude à la TVA. Concernant le RGPD, cette fois-ci, on ne va pas parler de mise en conformité, on va parler d'outils facilitateurs. Donc, les solutions 700 qui disposent de ces outils facilitateurs, ce sont, s'agissant de 700, donc 700 Cloud V3, donc la version du printemps, et en paye, c'est soit la paye i7, soit la paye sans cloud, donc ce sera la V10 pour la paye i7 et à partir de la V1 pour la paye sans cloud. Ces versions sont d'ores et déjà disponibles, bien entendu. Et puis on va y revenir, mais le RGPD, ce sont aussi et surtout des démarches dans l'entreprise. S'agissant de la loi antifraude à la TVA, en fait, il y a 4 grands principes qui doivent être respectés dans le cadre de cette loi. Et de fait, ces 4 grands principes ont des impacts au niveau des solutions de gestion. On parle d'inaltérabilité et de traçabilité des modifications qui pourraient être apportées sur une donnée relative au règlement. On parle de sécurisation pour garantir la restitution des données. On parle de conservation et on parle d'archivage. Donc ces éléments-là, vont impliquer par exemple que désormais en gestion commerciale, quand on aura comptabilisé une facture donc de gestion vers la comptabilité, l'écriture en comptabilité ne pourra plus être modifiable. C'est un des exemples et une des illustrations de l'impact de cette loi antifraude à la TVA sur les solutions de gestion. On détaillera tout ça un peu plus tard, bien entendu. S'agissant du RGPD maintenant, le RGPD, c'est un règlement général, enfin c'est un règlement européen, donc c'est le règlement général sur la protection des données. Ce règlement européen, il est en vigueur depuis le 25 mai 2018 et il est indiqué qu'il y avait un certain nombre de pénalités en cas de non-respect. Il concerne toutes les entreprises à compter du moment où ces entreprises traitent des données de résidents européens. Donc il ne suffit pas ou il ne faut pas que l'entreprise soit une entreprise européenne pour pouvoir rentrer dans le périmètre de ce RGPD. C'est bien plus large en termes d'entreprises concernées. Donc en fait, dans les solutions métiers, dans vos solutions de gestion ou de comptabilité, voire de CRM, on va parler de fonctions facilitatrices qui vont vous accompagner dans les attendus du RGPD. Et puis, de toute façon, il est absolument nécessaire que vous mettiez en place une nouvelle organisation dans votre entreprise pour pouvoir, encore une fois, être en phase avec ce qui est attendu dans le cadre du RGPD. De toute façon, votre interlocuteur, ça reste la CNIL par rapport à ça. Alors dans cette slide, on vous a présenté un certain nombre d'éléments qui doivent être traités et gérés dans le cadre du RGPD. On parle de révision des contrats, on parle de cartographie, alors des DCP. Les DCP, ce sont les données à caractère personnel. Donc il faut cartographier les données personnelles que vous êtes amené à manipuler éventuellement. On parle de la mise en place d'un DPO. Le DPO, c'est le Data Protection Owner. Donc c'est la personne qui va devoir conserver et en tout cas gérer la façon dont ces données sont conservées. Donc tous ces éléments-là doivent effectivement être traités dans le contexte du RGPD. Par exemple, chez Absci Cyborg, vous avez dû vous en rendre compte, on vous a communiqué des nouvelles versions de nos contrats. Donc voilà pour ces éléments légaux. Et maintenant, on va passer à la partie nouveautés 700 Cloud et voir aussi quels sont les impacts dans les différentes solutions. Donc les nouveautés en tant que telles, donc déjà, ce qu'il est important de noter, de souligner, c'est que 700 Cloud, ce sont 4 versions à forte valeur fonctionnelle depuis janvier 2017. Et vous allez voir qu'on a aussi de nouveaux outils, alors à votre disposition, mais aussi nous, en tant qu'intégrateurs, à notre disposition. L'offre a été lancée en janvier 2017.
donc ça a été la V1. Ensuite, on a eu la V2 en novembre 2017, une V3 donc au mois d'avril 2018 pour donc tous les aspects loi antifraude à la TVA et RGPD, et puis de nouveaux ajouts fonctionnels sur la version qui est sortie en juin et qui est la 3.10 dont on parle aujourd'hui. En parallèle de ça, corollaire à tout ça, Sage met aussi à votre disposition un outil qui s'appelle Sage Customer Voice. C'est un centre de suggestion qui permet en fait, qui nous permet de venir saisir des propositions ou des suggestions concernant les améliorations fonctionnelles que vous aimeriez retrouver dans votre produit. Et donc Sage les analyse, les prend en compte puisque un pourcentage important des évolutions fonctionnelles qui sont proposées par l'éditeur proviennent donc des suggestions qui ont pu être postées et pour lesquelles il est possible de voter directement en ligne. Un autre aspect aussi, c'est un centre d'aide en ligne. Donc avec cette Sage SansCloud, Sage met à votre disposition un centre d'aide en ligne dans lequel vous allez retrouver un certain nombre d'informations, bien entendu des tutoriels, de la documentation. Toutes les nouveautés vont être documentées, on appelle ça des release notes, avec le détail de toute la documentation qui va avec, et également des pages spéciales et dédiées sur le RGPD ou la loi antifraude. Donc vous aurez sur ces pages-là le détail des éléments concernant ces différents sujets. Et puis, un centre d'aide à la fois technique et fonctionnel. Donc tous ces éléments sont à votre disposition grâce à cette SansCloud. Maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail et si on se focalise sur les axes stratégiques qui ont été choisis par Sage pour porter cette version, donc on a 9 axes stratégiques, bien entendu la conformité légale, mais après d'autres aspects comme le pilotage et la partie prévisionnelle, des aspects de modernisation, de travail sur l'interface et sur l'architecture, l'intégration entre les différentes solutions, le côté internationalisation par certains aspects, bien entendu toute la partie sécurisation des données, mais aussi des aspects liés à la personnalisation et l'ouverture des solutions, naturellement de l'enrichissement fonctionnel pour proposer toujours plus de fonctionnels, et après les aspects autour de la mobilité et du cloud. Donc, si je rentre maintenant dans le détail de ces nouvelles fonctionnalités, s'agissant de la loi antifraude à la TVA, et pour que les solutions soient conformes à cette loi antifraude, donc on va avoir bien entendu un certificat de conformité. Donc on a bien des produits certifiés conformes, Sage SansCloud est certifié conforme. Donc on est sur la certification de la comptabilité, de la gestion commerciale et de la SCD. La SCD, c'est la saisie de caisse décentralisée. Je ne sais pas si certains d'entre vous être concernés. Donc attention, la SCD, elle n'est conforme que en SansCloud, pardon. En génération i7, elle ne sera pas conforme. Et puis, un certain nombre d'autres points qui ont été donc implémentés par rapport à cette mise en conformité de la solution avec la loi antifraude. Donc on parle désormais d'inaltérabilité des enregistrements validés. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une écriture en comptabilité qui a été validée, vous ne pouvez pas la supprimer, vous devrez passer une OD, par exemple. On a aussi des journaux d'événements légaux et des journaux, un journal des événements légaux et un journal d'audit qui sont alimentés par le système et qui permettent de tracer des éventuelles modifications qui ne devraient pas exister, par exemple. Si on va écrire en dur, en SQL, dans les écritures, ça fait partie des choses qui sont à proscrire désormais. On a aussi désormais des notions de facture provisoire et de facture définitive. Donc dans la gestion commerciale, on va le voir tout à l'heure, on a une notion de facture provisoire et de facture définitive. Et on a la possibilité de clôturer la gestion commerciale, de clôturer des périodes. En comptabilité, on a toujours la possibilité de conserver 5 exercices en ligne. En revanche, on doit au maximum avoir 2 exercices ouverts. Donc ça, c'est pour la partie loi antifraude. S'agissant du RGPD, on est sur un certain nombre d'informations, donc d'outils facilitateurs qui seront disponibles exclusivement en SansCloud. On va parler de cartographie des données.
On va parler de la mise en place de sécurisation de mots de passe, par exemple, et puis la possibilité d'exclure un tiers de certains traitements, puisque désormais les tiers ont le droit de refuser d'être sollicités, ou alors la possibilité d'effacer les données personnelles sur les fiches tiers, et ce de façon automatique avec un petit bouton. Et puis bien entendu, toujours sur cette notion de conformité légale et de sécurisation des données, on a qui arrive très prochainement le connecteur Chorus Pro avec l'outil Sage eFacture, donc pour pouvoir aller déposer les factures sur le connecteur Chorus Pro. On a également à notre disposition un outil de sauvegarde intégré, et puis toujours la conformité avec le FEC, donc le fichier des écritures comptables. Sur la partie modernisation, intégration, internationalisation, personnalisation et ouverture, on a un certain nombre de fonctionnalités, dont certaines, je vais les illustrer dans un instant. Je voulais par exemple vous rappeler ou vous annoncer que avec Sage Cloud par exemple, on n'est plus que sur du SQL, donc SQL Server, SQL Express, ce qui permet donc d'améliorer un certain nombre de traitements et de fonctionnalités et qui permet à Sage de proposer plus de nouveautés fonctionnelles que ce qui était possible auparavant. Une des nouveautés attendues, par exemple, c'est le côté gestion des devises. On a désormais la possibilité de disposer d'un web service qui va aller chercher la mise à jour du cours au jour le jour. On a, par exemple, la possibilité de rendre des données obligatoires en saisie et en transformation de documents, et on va pouvoir paramétrer les contrôles qui sont effectués selon les types de documents, que ce soit des documents de vente, des documents d'achat, des documents de stock ou des documents internes. Si je fais maintenant un focus sur la partie gestion commerciale, on a désormais la possibilité de gérer un nouveau type de tiers, un tiers de type prospect. Donc ça veut dire que quand on va créer un tiers dans la gestion commerciale, on va se poser la question de savoir si c'est un client ou si c'est un prospect. Si c'est un client, on le retrouvera bien entendu comme auparavant dans la comptabilité. Mais si pour l'instant ce n'est pas encore un client, on va le créer en tant que prospect et du coup ça ne va pas, entre guillemets, polluer la comptabilité. On a aussi désormais la possibilité de gérer une remise de pied de document qui va avoir un impact sur les différentes lignes. Je vais vous montrer les fonctionnalités qui ont été proposées. Également la possibilité de choisir le fournisseur ou en tout cas d'avoir une aide au choix fournisseur quand on va être en saisie de documents de vente depuis la fenêtre d'indisponibilité en stock. On va pouvoir consulter les tarifs fournisseurs et les délais de livraison qui sont proposés par chacun des fournisseurs. Au niveau des éditions, on va pouvoir facilement, dans la mise en page, utiliser des modèles avec des photos. C'est-à-dire que si vous avez stocké les articles, les photos sur les fiches articles, vous aurez la possibilité d'imprimer ces photos associées aux articles dans les documents commerciaux, mais également sur un listing tarif par exemple. On va également pouvoir imprimer les conditions générales de vente au verso, imprimer un PDF par document, et on a un nouveau type de pièce, ce sont les demandes d'achat. Et également un nouveau type de réapprovisionnement qui va être la possibilité de faire du réapprovisionnement interdépôt, c'est-à-dire au lieu d'aller passer des commandes à des fournisseurs, d'aller chercher de la marchandise qui serait disponible dans les autres dépôts de l'entreprise. Toujours sur la partie enrichissement fonctionnel, donc là on a des aspects liés à la gestion commerciale, à la comptabilité et puis sur des sujets qui sont plus transverses qu'on appelle gamme. On va avoir la possibilité de visualiser les différents frais de transport qu'on a enregistrés pour pouvoir choisir quel est le transporteur qui va être le plus approprié par rapport à un certain nombre de critères. On a aussi la possibilité, pour ceux d'entre vous qui devaient utiliser le traitement de réajustement des cumuls, on a désormais la possibilité de planifier ce traitement. Ça nous fait gagner du temps et du confort, parce que comme c'est un traitement exclusif, c'était un peu casse-pied de devoir lancer ce traitement. Également, on va pouvoir distinguer et dissocier les informations libres par type de tiers, c'est-à-dire que j'ai des informations libres, jusqu'à présent elles étaient communes par exemple aux clients et aux fournisseurs. Je peux désormais dire que telle information libre est propre aux clients
et ne doit pas être visible chez les fournisseurs, par exemple. On va avoir aussi la possibilité d'enregistrer des filtres de recherche et de les réutiliser ensuite. Du point de vue de la comptabilité, on a un certain nombre de nouveautés fonctionnelles, des améliorations sur la façon de gérer les charges et produits constatés d'avance. Également, en rapprochement bancaire automatique, les extraits bancaires qui étaient vides, auparavant, il fallait quand même les ouvrir pour aller cocher qu'ils étaient rapprochés. Donc désormais, ils sont considérés automatiquement comme rapprochés. Et deux nouveautés sur la fonction qui s'appelle saisie des opérations bancaires. Donc on a désormais la possibilité, on visualise le solde intermédiaire qui est réactualisé au fur et à mesure qu'on associe le compte général ou le compte tiers. Et également, on a la possibilité de ne comptabiliser qu'une partie des écritures qui seraient présentes dans ce relevé, donc par exemple les ajouts. Donc c'est une nouvelle façon d'exploiter cette fonction qui est bien plus opérationnelle que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Je vous ai parlé tout à l'heure de données obligatoires, avec un S, pardon, données obligatoires au niveau des documents de vente, par exemple. C'est aussi le principe en comptabilité, puisqu'on va pouvoir demander de saisir telle ou telle donnée dans un journal de vente ou dans un journal d'achat. Donc, on va pouvoir paramétrer ces éléments-là. Sur le CRM, je vais passer rapidement, mais sachez qu'il y a un lot de nouveautés importantes également sur cet aspect-là. Donc, on pourra bien entendu faire un focus, si vous le souhaitez, sur la partie CRM, mais c'était important, nous semble-t-il, au moins de vous mentionner le fait qu'il y avait un certain nombre de nouveautés et de vous montrer très rapidement une illustration du lien, en fait, de l'amélioration qui existe entre le CRM et la gestion commerciale. Donc vous avez à gauche la liste des documents commerciaux qui sont visibles à partir du CRM. Donc vous avez le détail de la liste des devis. Et ensuite, à droite, c'est le détail pour un tiers en particulier, donc le tiers Cara. Et vous avez cette fois-ci le détail des documents de ce tiers en particulier. Sur les aspects de mobilité, cette fois-ci, on a la possibilité d'accéder à un certain nombre de nouvelles fonctionnalités. Alors bien entendu, la possibilité d'avoir facilement accès aux réseaux sociaux, puisque dans les fiches tiers, vous avez désormais les liens directs pour accéder au Facebook, au LinkedIn de vos contacts. Quand on parle de mobilité, on va parler de cloud privé. Donc, j'ai mentionné le fait que AppSyCyborg peut vous accompagner dans toute cette partie mise dans le cloud de vos offres. Et puis, un autre des aspects relatifs à la mobilité et au cloud qui est important, c'est un partenariat de plus en plus fort qui se concrétise entre Sage d'une part et Microsoft d'autre part. Donc à partir du moment où vous êtes équipé de Office 365 Business Premium, vous allez avoir la possibilité de synchroniser les informations qui sont dans Outlook avec celles qui sont dans Sage Cloud. Et donc, potentiellement, à partir de votre boîte mail, vous allez pouvoir consulter des informations de clients de votre gestion commerciale, le solde et un certain nombre de transactions récentes. Donc en fait, il y a un simple add-in Outlook qui s'intègre. Et pour illustration, mais pareil, on pourra passer du temps de façon dédiée à ces sujets-là parce qu'il faudrait consacrer une présentation exclusive. Un exemple, c'est que ici, donc dans ma boîte mail Office 365, je visualise sur le mail de Nicolas, qui est donc associé à un de mes tiers de ma gestion commerciale. Et donc, je visualise les encours de mon client et potentiellement une partie de l'historique. Donc, on est sur vraiment une association et une intégration de plus en plus poussée des solutions, donc Sage et Microsoft. Enfin, sur la partie pilotage et prévisionnel, Sage a fait un gros travail également sur la mise à disposition de deux aspects au niveau de la gestion de production. Donc, ce sont de nouvelles fonctionnalités qu'on appelle plan industriel et commercial et plan directeur de production. Donc, le PIC
et le PDP. Donc, ce sont des outils qui vont vraiment permettre à l'entreprise qui serait équipée de gestion de production de se projeter à 5 ans sur la façon dont elle va parvenir à produire les produits, les X produits supplémentaires, par exemple, qu'elle a décidé de produire sur son plan prévisionnel. Au niveau de la gestion commerciale, on a 2 nouvelles fonctionnalités à notre disposition, un calcul des besoins d'achat et la gestion des prévisions d'achat. La gestion des prévisions d'achat n'a de sens qu'avec le calcul des besoins d'achat, sachant qu'en fait, cette fonction de calcul des besoins d'achat, c'est une fonction qui a été extraite de l'outil de gestion de production et qui va permettre en fait d'optimiser la gestion des achats en vous accompagnant dans le calcul de votre réapprovisionnement et en tenant compte d'un certain nombre de contraintes à la fois fournisseurs mais également en interne chez vous. Donc vous allez pouvoir de fait optimiser votre gestion prévisionnelle de vos achats pour pouvoir commander au meilleur moment et vous faire livrer à temps par rapport aux contraintes qui sont les vôtres, ne serait-ce que de livrer vos clients en temps et en heure. À noter également que dans cet axe donc pilotage et prévisionnel, on parle de pilotage. Sage met à notre disposition une nouvelle solution qui s'appelle Sage BI Reporting. Sage BI Reporting, c'est une solution de reporting dans Excel qui est disponible sur l'ensemble des produits de la gamme Sage 100, également sur la paye et aussi en FRP 1000. Vous avez à droite de cette slide une illustration, une des illustrations de ce qu'on peut être capable de réaliser en termes de restitution. Donc Sage BI Reporting, c'est un outil donc, qui va se connecter à l'ensemble des solutions Sage 100 et également donc à Sage FRP 1000 et également à la paye. On est sur une connexion en temps réel ou en mode répliqué. Alors sur la partie paye, on privilégie les données répliquées pour pouvoir traiter les historiques. Une fois qu'on est connecté aux données, on va pouvoir construire directement dans Excel les indicateurs et ensuite ces indicateurs, on va être amené à les partager, voire à les diffuser directement par mail avec un automate ou tout simplement les consulter avec un outil qu'on va appeler un player et qui nous permet éventuellement de rendre consultables les indicateurs qu'on a créés sans avoir Excel. Donc on organise jeudi 2 présentations dédiées à Sage BI Reporting dans lesquelles on passera un petit peu plus de temps non seulement à vous parler de cette solution mais aussi à vous la montrer. Aujourd'hui, compte tenu du temps qui m'est imparti, je vais passer un peu de temps dans la gestion commerciale et dans la comptabilité, mais je ne pourrai pas vous montrer Sage BI Reporting. Donc maintenant que je vous ai présenté très rapidement et très synthétiquement au travers de slides ces nouveautés, je vais faire un petit parcours utilisateur et je vais vous montrer quelques-unes des nouveautés dans mon outil Sage 100 gestion commerciale. Et donc on va créer un prospect, saisir un devis, transformer en bon de commande, faire une facture et passer ensuite cette facture en comptabilité. Alors, je suis ici dans ma gestion commerciale, donc je vais venir. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai des clients et des prospects. Je peux venir créer un prospect, donc je vais venir créer mon prospect maintenant. Donc je vais l'appeler webinar. Donc c'est bien un prospect et je lui donne un petit nom. Puisque je suis sur un prospect, je n'ai pas forcément besoin d'avoir d'autres informations et donc surtout pas le compte collectif. Une fois que j'ai créé mon prospect, je vais avoir la possibilité du coup de faire par exemple des devis sur mon prospect, puisque quand je vais créer un document sur ce tiers, il ne va me proposer que des devis. Je vais donc faire un devis pour mon prospect. Donc, quand je valide l'entête de la pièce, je sens un certain nombre de messages. Ça, j'ai paramétré un certain nombre d'informations dans lesquelles je demande, par exemple, de façon plus ou moins judicieuse, je lui dis que la saisie du champ de date de livraison est obligatoire, référence à faire, etc. Donc, qu'à cela ne tienne,
je viens ici renseigner les informations. Donc on a dit aussi qu'il y avait la référence. Si j'ai oublié, il me dit aussi le champ à faire, très bien. Je viens renseigner les informations et le champ représente. Donc ça, bien entendu, vous avez compris que j'ai volontairement mis ces contrôles au moment pour la présentation sur le devis. Tout n'est pas judicieux et pour le coup, on va pouvoir le paramétrer très simplement. Ensuite, je viens ici saisir les différents articles. Donc, soit je connais mes articles par cœur, soit je viens les chercher dans mon catalogue et je prends un certain nombre d'articles. Alors, je peux faire de la multisélection. Ça fait partie des nouveautés qui ont été proposées sur les dernières versions. Et là, c'est la saisie en grille des différents articles. Donc, j'ai ici le devis qui a été réalisé pour mon prospect. Alors, mon prospect, très bien, j'ai fait le devis. Maintenant, ce devis, on va dire que le prospect l'accepte et je vais essayer de le transformer en bon de commande. Attention, ce prospect, donc c'est un prospect et pour le coup, pour pouvoir réaliser un bon de commande, il faut que je transforme mon tiers en client. Donc, je vais éventuellement pouvoir intervenir sur un certain nombre d'aspects. Et donc, je vais transformer mon devis en bon de commande. Absolument, on va rentrer directement dans le bon de commande. Puisqu'on y est, mon nouveau client me dit en fait, j'aimerais bien que je signe à 6 311 €. Qu'à cela ne tienne, je vais venir ici et vous avez vu, pardon, en bas à droite, j'ai 6 311 € hors taxe, donc il me demande de l'arrondir à 6 300 €. Ok. Je lui demande d'intervenir, de me faire une simulation et donc en fait l'outil affecte les différentes remises sur chacune des lignes pour pouvoir donc arriver à 6 300 € hors taxe comme je lui avais demandé. Si je valide cette proposition, j'ai bien un total hors taxe qui est fait. Sauf que moi, en même temps, je vais dire à mon tiers que du coup, je veux bien, voilà, on est bien d'accord, c'est à condition que ce soit pour un paiement comptant. Donc, j'ai mon bon de commande. Ce bon de commande, je vais l'imprimer. Donc, j'ai mon bon de commande qui est imprimé avec le modèle que j'ai choisi. On a dit également qu'on pouvait éventuellement imprimer excusez-moi, qu'on pouvait imprimer. Pourquoi il ne me demande plus ça? On va imprimer avec les conditions générales de vente la pièce d'après. Donc j'ai fait un bon de commande. Maintenant, ce bon de commande, on va regarder au niveau des frais de port éventuellement, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, j'ai le détail des différents frais de transport qui sont associés à chacun des transporteurs que j'ai enregistrés dans mon système. Donc je vais pouvoir éventuellement choisir celui qui est le plus approprié par rapport à ce client. Une fois que j'ai fait ça, je transforme mon bon de commande en bon de livraison ou en facture. Alors, ça aussi, ça fait partie des nouveautés qui ont été proposées dans les dernières versions. Vous savez qu'on a la possibilité de gérer les statuts. Un statut, ça va me permettre d'établir un process en interne en disant un bon de commande, il est d'abord saisi, puis éventuellement, il y a une personne qui est habilitée à confirmer, et enfin, il y a une personne qui est habilitée à le passer en à préparer. Donc là, pour pouvoir en fait le transformer et passer à l'étape suivante, il faut que j'ai l'aval donc de la personne habilitée à le faire. Donc du coup, je peux bien le transformer. Pour les besoins de la présentation, je vais le transformer en facture en espérant avoir un certain nombre de produits disponibles. Donc j'ai bien ici la facture qui a été réalisée. Cette facture, si je l'imprime, je vais avoir un message. Il me dit attention, la facture n'est pas encore validée et donc j'ai une mention provisoire qui va apparaître sur le document. Est-ce que je veux toujours imprimer la facture? Donc ça, pour le coup, on est typiquement dans toute la partie liée
à la loi antifraude à la TVA. Je vais faire un PDF. Hop. Et ce PDF, je vais vous le montrer ici. Voilà, donc j'ai ici écrit à gauche facture provisoire, enfin à gauche, pardon, exemplaire provisoire et en haut facture provisoire. La mention exemplaire provisoire n'est pas modifiable, donc elle ne peut pas l'enlever, alors que facture provisoire, c'est le type de document. Donc j'ai bien ma mention facture provisoire, donc en lien avec ma loi antifraude à la TVA. Maintenant, si je valide la facture, et c'est la seule possibilité pour pouvoir la comptabiliser. Donc, bien entendu, une fois que j'aurai fait cette manipulation-là, cette facture ne sera plus modifiable. Vous voyez que pour l'instant, éventuellement, je peux encore intervenir dessus. Je vais la valider. Une fois que je valide ma facture, cette fois-ci, je ne peux plus la modifier. Ensuite, je la comptabilise. Alors, pour les besoins de la présentation, vous avez noté que je le fais de façon unitaire, bien entendu, et comme on le faisait auparavant, on a toujours la possibilité de travailler sur des lots. Hein. On va pouvoir travailler en masse. Donc j'ai comptabilisé ma facture. Donc une fois que cette facture a été comptabilisée, si je reviens sur cette facture comptabilisée, à la date d'aujourd'hui, j'ai le client Webinar 22 qui est ici. La facture a été imprimée et elle est validée, elle a été verrouillée. Si je vais maintenant dans ma comptabilité, je vous ai dit tout à l'heure que du coup, dans la comptabilité, il y a aussi un certain nombre d'évolutions qui ont été faites. La plus marquante, voilà, qui est intéressant. Alors, mes clients, voilà. Donc ici, je suis bien dans l'interrogation de mon compte tiers. Dans ce compte client, j'ai bien une écriture qui est non lettrée et vous voyez que désormais, la couleur du numéro de facture est différente et quand j'approche mon pointeur, j'ai la possibilité de la matérialiser et là j'arrive sur ma facture et vous voyez donc que à partir de ma comptabilité, j'accède directement au PDF de la facture. Ça veut dire que si vous avez dans l'entreprise des collaborateurs qui sont équipés uniquement de la comptabilité, par exemple, qui n'ont pas la gestion commerciale, ils peuvent quand même visualiser la facture qui a été envoyée directement au client. Ensuite, très rapidement, parce que je suis déjà en retard, vous rappelez ou vous montrez qu'à partir de la comptabilité, on a la possibilité aussi de faire du rapprochement bancaire automatique. Ce rapprochement bancaire automatique, la fenêtre se présente de cette façon. Et cette fenêtre de rapprochement bancaire n'a d'intérêt, bien entendu, qu'à partir du moment où vous allez récupérer vos extraits bancaires. Ces extraits bancaires, on va les récupérer avec notre outil de communication bancaire. L'intérêt, bien entendu, c'est de pouvoir aller faire du rapprochement semi-automatique avec les codes interbancaires, mais également, éventuellement, de venir faire en sorte que certaines des écritures qui sont dans la partie banque et qui ne sont pas encore en comptabilité, eh bien, soient pour le coup générés. Donc là, très simplement, mes frais d'agio, je vais les générer directement dans ma comptabilité et du coup, l'écriture, entre guillemets, disparaît puisqu'on était dans les écritures non rapprochées et là, je viens sur les écritures rapprochées, je retrouve bien mon écriture ici. Pour vous signaler également qu'on a à notre disposition un outil de trésorerie dans la partie Sedge100. Cet outil de trésorerie qui permet de visualiser donc
la situation de trésorerie de l'entreprise. L'intérêt, c'est que les informations sont présentes dans la comptabilité, puisque donc à partir du moment où j'ai dans la comptabilité des écritures qui sont donc avec des dates d'échéance et des modes de règlement, je vais avoir la possibilité donc de visualiser les informations. Donc là, ici par exemple, je me dis tiens, 1000 euros au 31 octobre, de quoi s'agit-il? Je double-clique sur la ligne et je visualise qu'il s'agit de la facture du fournisseur qui est présente en comptabilité. À supposer par exemple que cette échéance à ce moment-là m'embête, je peux éventuellement prendre des actions et venir peut-être passer un coup de fil à mon fournisseur et du coup travailler sur ma trésorerie prévisionnelle, sachant qu'avec cette interface, il m'est très facile de passer de la lecture date d'opération ou date de valeur. Il suffit en fait que je fasse bouger le curseur. Et ici, je peux travailler à la journée si c'est nécessaire, à la semaine, à la quinzaine ou au mois, tout dépend des volumes que je traite. Donc on peut également saisir directement des prévisions de trésorerie pour pouvoir donc se projeter, j'en sais rien, moi, par exemple les salaires, pourquoi pas, qui ont un impact fort sur la trésorerie et que je vais pouvoir positionner très facilement dans le système. Une petite chose que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure quand on était dans la gestion commerciale, je vous ai dit dans les nouveautés qu'on avait un certain nombre de filtres qu'on pouvait désormais utiliser. Par exemple, en amont de cette présentation, j'ai créé quelques filtres pour pouvoir sélectionner, par exemple, les clients des Bouches-du-Rhône, donc tous ceux dont le code postal commence par 13, les clients de mon fournisseur, de mon commercial Randor ou de la Perle, etc. Et donc, en fait, j'ai la possibilité de faire des filtres et de les réutiliser après, de les enregistrer et de pouvoir donc les réutiliser, donc ce qui est bien confortable. Je peux bien entendu continuer à rajouter et personnaliser la liste des colonnes qui sont affichées à l'écran. Une des nouveautés, c'est que l'ensemble des informations libres qui sont présentes sont désormais accessibles pour les faire afficher dans ce colonnage et également l'ensemble des éléments peuvent être présents et utilisés pour trier ces différentes listes. Donc c'est vrai sur la liste des tiers, c'est vrai sur la liste des documents, par exemple des documents de vente ou des documents d'achat. Vous voyez ici la liste de documents avec l'ensemble des éléments qu'on a à notre disposition. Donc voilà, je crois rapidement les éléments que je souhaitais vous montrer sur cette partie gestion commerciale, comptabilité et très rapidement trésorerie. Je vais reprendre mon petit PowerPoint. Hop. Je ne vous ai pas illustré la partie comptabilisation des constantes au niveau de la TVA. C'est pour ceux d'entre vous qui faites la déclaration de TVA. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on appelle des constantes qui se reportent d'un mois sur l'autre et on peut désormais faire en sorte que ces éléments soient saisis et donc reportés. Donc en synthèse ou en conclusion de cette présentation, si je reprends les bonnes raisons pour migrer en Sage Cloud, on revient potentiellement à l'ensemble des éléments qu'on a vus au niveau de ces axes stratégiques qui ont été proposés par Sage, à la fois bien entendu la partie conformité légale, mais également des aspects sur l'ouverture, la personnalisation, la sécurisation des données, l'enrichissement fonctionnel. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de nouveautés fonctionnelles sur une version. Donc, même si je n'ai pas le temps de toutes les illustrer aujourd'hui, on a quand même une liste assez intéressante qu'on retrouve. Et puis, bien entendu, tous ces aspects liés à la partie architecture, modernisation de l'interface et également mobilité. Je vous ai proposé dans cette dernière slide un certain nombre d'éléments, on va dire de petits mémos s'agissant des nouveautés qui sont
présentes sur cette dernière version et qui peuvent faire partie donc des éléments importants à retenir. Donc voilà pour ces différentes nouveautés. Avant de passer à la partie questions-réponses, je vais vous proposer un petit sondage. Ceux d'entre vous qui participaient de temps en temps aux présentations connaissaient cette pratique. Donc je vous demande un petit instant de patience s'il vous plaît, et en parallèle je vous mets donc à l'écran les dates des prochaines présentations auxquelles vous allez pouvoir participer.